Salut l'investisseur malin, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la location meublée puisqu'on a terminé la série sur les revenus fonciers. Bienvenue à toi, je suis Jérémy Barré, je suis auteur de ce livre « Gagner sa liberté financière et choisir sa vie » que tu peux retrouver dans la description ou sur Amazon, Fnac ou directement auprès de mon éditeur. Et puis sinon, je suis un investisseur et un entrepreneur puisque c'est mon métier de conseiller les gens autour de la fiscalité et du monde des investissements. Donc aujourd'hui, on parle de location meublée et je te donne un avis tout de suite personnel. Quelque part, je commence par la conclusion. Selon moi, c'est le régime le plus adapté si tu commences à investir dans l'immobilier. Alors, sois bien attentif. On va commencer par les règles générales et puis je te ferai une série de vidéos sur la location meublée puisque comme toujours, la fiscalité française n'est jamais aussi simple que ce qu'on aimerait et donc il y a des options, des statuts différents, etc. Mais je suis convaincu que si tu écoutes bien ces vidéos, tu auras la clé pour savoir quelle est l'option ou le statut qui correspond le mieux à ta propre situation. Donc on commence par des généralités si tu veux bien. La location meublée, déjà ça date pas d'hier. Premièrement, ça existe depuis 1948. Alors évidemment, il y a eu des évolutions au fil des lois, etc. Mais c'est un dispositif ou en tout cas un mécanisme fiscal qui a connu un véritable engouement seulement à partir des années 2000 voire 2010 au fur et à mesure que par ailleurs la fiscalité qui s'appliquait aux revenus fonciers augmentait en permanence. Et les investisseurs ont trouvé refuge dans ce statut qui peut être intéressant dans de nombreux cas. Alors, pourquoi déjà est-ce qu'il est intéressant? Premièrement, l'évolution de la société aussi a fait que entre les divorces, les séparations, le fait que les gens vivent de plus en plus longtemps, le fait également que les gens se déplacent plus souvent, qu'il y ait des mutations professionnelles plus fréquentes, ça a fait apparaître un besoin dans notre société qui était d'avoir des logements prêts à vivre, si je peux dire. Et ces logements prêts à vivre, donc meublés en l'occurrence, ils sont pour l'investisseur plus rentables puisque le fait d'apporter le service en meublant son appartement ou son logement permet en général de louer un peu plus cher son logement. Donc ça, c'est le premier point. Deuxièmement, ce qui est apprécié des investisseurs, c'est qu'en plus de ça, la location meublée est plus souple sur le plan juridique. C'est-à-dire que quand tu investis et que tu dois louer ton appartement ou ton logement, tu sais qu'il y a un cadre juridique pour cette location, c'est ce qu'on appelle le bail. Et donc là, on va parler d'un bail meublé. Et dans le bail meublé, une des grandes différences, c'est notamment le fait que le bail, il est engageant pour une période d'1 an reconductible, à contrario de la location nue, où en général le bail est de 3 ans minimum. Donc ça veut dire qu'on peut plus facilement se séparer d'un locataire. Donc là, je parle de location meublée de longue durée, premièrement. Deuxièmement, là aussi, toujours sur la relation locataire, en termes de préavis, alors là, pour le coup, c'est plus avantageux pour le locataire. Si le locataire veut s'en aller, il n'a qu'un préavis d'1 mois pour quitter le logement et donc charge à toi ensuite de retrouver un locataire. Mais compte tenu de la demande, c'est vrai que dans la plupart des villes et même dans les campagnes, moi c'est ce qui surprend mes clients souvent quand je leur propose de se diriger vers ce statut-là, ils se posent des questions sur le fait que la location meublée va rencontrer une demande à la campagne. Et je peux te dire, quasiment partout, il n'y a aucun problème. Bien sûr, à titre personnel, je le constate tous les jours. Et puis, le gros avantage, bien sûr, c'est les impôts. Donc, on va rentrer dans le détail, pas aujourd'hui, mais dans la prochaine vidéo. Les impôts, clairement, tu le verras, c'est beaucoup plus favorable, alors même que pour l'investisseur, ça ne représente pas un gros investissement supplémentaire que de se mettre dans le cadre de la location meublée. Par contre, fiscalement, c'est intéressant. Et puis, là aussi, je t'ai dit que ce qui était intéressant dans la location meublée, c'est qu'il y a plus de stratégies possibles. Alors, qu'est-ce que j'entends par stratégie? Je parle de mode d'exploitation. En location meublée, tu vas pouvoir louer pour des durées longues, comme je te l'ai dit, avec un locataire à l'année qui fait du logement que tu lui loues sa résidence principale. Donc ça, c'est la base, on va dire. Mais il y a aussi de multiples façons d'exploiter en location meublée. Donc bien sûr, il y a ce qu'on appelle la courte durée, comme son nom l'indique,
avec des baux de durée courte. Il y a la location saisonnière et il y a aussi des stratégies de colocation, etc. Donc ça, c'est intéressant parce que ce dispositif permet tout ça. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour être un propriétaire qui loue son logement en meublé? En réalité, il y a un décret qui date de 2015 qui justement clarifie ce sujet-là, puisque pendant très longtemps, on ne savait pas très bien ce que ça voulait dire. Les gens disaient il suffit de mettre un canapé, une télé, 2 chaises, c'est bon. Alors le décret, il fait la liste de 11 éléments que doivent composer un logement meublé. Mais je te rassure, là aussi, c'est vraiment très simple. Il suffit d'avoir quelques couverts, des verres. Enfin, encore une fois, le principe, c'est qu'un locataire arrive, le logement, il est prêt à vivre, il peut manger, il peut dormir, il peut s'asseoir. En gros, c'est ça la location meublée. Alors pour parler de fiscalité un peu quand même, tu te doutes bien que tu n'allais pas y échapper. On ne va pas voir un exemple concret, ça ce sera dans la prochaine vidéo, mais le principe d'abord, c'est très important. Il faut commencer par là. On l'a vu dans les précédentes vidéos, tu le sais maintenant, il y a différentes catégories de revenus sur lesquels nous sommes taxés en France. Et les revenus de location meublée, ils tombent dans la catégorie des BIC. C'est ce que je t'ai écrit ici, les bénéfices industriels et commerciaux. On les appelle les BIC ou les BIC, parfois c'est ce que tu entendras. Parce que l'administration fiscale considère que parce que tu apportes un service à ton logement en y apportant des meubles, etc., ben finalement tu deviens un peu comme un commerçant. Tu apportes un service et donc les revenus tombent dans la catégorie de revenus des commerçants. Donc voilà, et c'est en fait une des raisons qui explique les différences derrière de traitement sur le plan de l'imposition des revenus. Alors une fois qu'on a dit ça, ce qu'il faut savoir également, c'est qu'il existe 2 statuts de location meublée qui fait d'ailleurs débat dans de nombreux blogs spécialisés ou d'interrogations que se posent les investisseurs, puisque là aussi l'évolution fiscale est assez fréquente en la matière. Donc il existe 2 statuts, le loueur meublé non professionnel et le loueur meublé professionnel, dit LMNP et LMP. Alors aujourd'hui, on ne va pas parler du LMP parce qu'il concerne vraiment les investisseurs qui ont déjà fait pas mal d'investissements, puisque pour être LMP, il faut avoir plus de 23 000 € de revenus locatifs par an en meublé, premier élément, et là je fais une précision, c'est et pas ou, c'est très important, et que les revenus de location meublée soient supérieurs aux autres revenus d'activité. Donc c'est-à-dire que même si tu fais plus de 23 000 € de loyer par an, mais que par ailleurs, dans ton foyer fiscal avec ta femme ou ton mari, vous gagnez plus de 50 000 € par an de salaire, pas de problème. Vous êtes toujours loueur en meublé non professionnel puisque vous ne remplissez pas ce 2e critère. Je ferme cette parenthèse, je l'ai juste faite parce qu'il y a beaucoup de confusion sur le sujet suite à des évolutions récentes. Donc on rentre dans le détail du loueur meublé non professionnel, c'est parti. Alors je te le disais en revanche, la location meublée, au-delà d'avoir une différence entre le LMP et le LMNP, elle a aussi 2 options fiscales. Et même, on pourrait même dire 4 options fiscales, mais je ne veux pas t'effrayer tout de suite. Comme pour les revenus fonciers, ces 2 options fiscales, c'est ce qu'on appelle le régime micro ou le régime réel. Donc normalement, si tu as vu mes précédentes vidéos, tu as commencé à comprendre quelles étaient les différences. Le régime micro, en gros, c'est qu'on bénéficie d'un abattement forfaitaire sur ses revenus et qu'on sera taxé sur les revenus après abattement. Et le régime réel, c'est le fait, bien sûr, de déduire la réalité de ses charges et en les déduisant, bien sûr, on fait baisser les revenus imposables. Donc aujourd'hui, pour commencer, je te propose de regarder ce que ça donne au niveau du régime micro. Comme dans les vidéos précédentes, je t'ai mis en référence les formulaires sur lesquels il faudra déclarer ces revenus-là en fonction du statut. Donc le régime micro, c'est ce qu'on appelle le formulaire 2042 complémentaire, c'est-à-dire c'est le formulaire presque normal de la déclaration de revenus. Ce qu'il faut savoir également, c'est que même dans le régime micro, ça peu de gens le savent, mais il existe 2 options encore. Alors je t'explique la première, la plus classique, c'est ce qu'on appelle les activités de service. Comme je te l'ai dit, le fait de meubler ton appartement
suffit à ce que l'administration fiscale considère que tu as apporté un service. Et donc, c'est ce que j'ai appelé ici le meublé classique. Alors, pour rentrer dans ce régime-là, pour répondre aux critères du régime micro, premièrement, il faut avoir des revenus qui sont inférieurs à 72 600 € par an. Donc ça, c'est le nouveau seuil qui a été mis à jour en 2020, puisque l'année dernière, c'était 70 000. Donc 72 600, si tes revenus de location meublée sont inférieurs à ce seuil, tu peux prendre cette option du régime micro, tu as le droit. Et le cadeau, entre guillemets, qui nous est fait au travers de ce régime, c'est un abattement forfaitaire de 50%. Voilà, c'est-à-dire si tu as 10 000 € de revenus locatifs, tu as un abattement de 50%, tu es taxé plus que sur les 5 000 € qui te restent. Donc ça, c'est quand même un avantage intéressant, notamment par rapport au régime micro-foncier qui, nous l'avions vu, non seulement avait un seuil de revenus beaucoup plus faible, mais en plus également un abattement plus faible puisqu'il n'était que de 30%. Voilà, déjà un cadeau de plus 20% par rapport au régime micro-foncier, alors même que, comme on l'a déjà dit, meubler un appartement, c'est quand même pas très compliqué. Alors que les impôts qui vont tomber chaque année sur 20% de revenus en plus, je peux vous dire qu'ils payent largement les 3 fourchettes qu'il faudrait investir. Ensuite, je vous parle rapidement, parce que c'est plus marginal, une deuxième option fiscale, toujours dans le cadre du régime micro. C'est ce qu'on appelle les activités de vente ou de fourniture de logement. Alors du coup, je t'ai mis entre parenthèses, le plus souvent, ce sont des hébergements de tourisme classés ou des gîtes ou des chambres d'hôtes qui ont fait l'objet d'une demande particulière auprès de la mairie pour être classés en tant qu'activité ou hébergement de tourisme. Et quand tu as fait cette démarche, et dans de nombreux cas c'est possible, en fonction de ta ville, etc., et bien alors là c'est quand même incroyable parce que le seuil de revenu pour lequel tu peux toujours prétendre au régime micro, c'est 176 200 €. Donc autant te dire que des investissements tu peux en faire avant d'atteindre cette limite de revenus. Et tant que tu ne dépasses pas cette somme et si tu es au régime micro, l'abattement forfaitaire est de 71%. Donc là, c'est quand même très intéressant parce qu'il n'y a même pas besoin de justifier de ces charges ou de quoi que ce soit. Tu as l'abattement de 71% qui s'applique automatiquement sur tes revenus. Tu es donc, comme tu l'as compris, taxé uniquement sur 29% des revenus que tu encaisses. Donc là, c'est quand même pas mal du tout. Voilà. Et puis, je te fais quand même une précision. Et là, c'est même une astuce que je te donne. Je t'ai indiqué ici en dessous la CFE. Alors, quelque part, ça c'est une des contraintes de la location meublée, c'est parce que tu es commerçant, l'administration fiscale va considérer que tu es redevable de cette taxe, ou plutôt de cette cotisation, puisque la CFE, ça veut dire la cotisation foncière des entreprises. Et oui, l'administration considère que tu es une entreprise dès lors que tu fais de la location meublée, et c'est grâce à ça que tu bénéficies de ce régime. Pour autant, il y a une petite astuce, ça reste entre nous, on va dire. Normalement, lorsque tu fais du meublé, dans les 15 jours qui suivent le démarrage de ta location meublée, tu es censé déclarer auprès du greffe du tribunal de commerce ton activité de loueur meublé au travers d'un formulaire qui s'appelle le P0I. Bon, je ferme la parenthèse, ça tu trouveras tous ces détails-là si tu fouilles un peu sur Internet. Mais il faut savoir une chose, c'est que dès lors que tu vas déposer, enregistrer cette activité auprès du centre de formalité des entreprises qui est près de chez toi, c'est ça qui va justement déclencher cette cotisation foncière des entreprises que tu devras alors payer chaque année. Alors, ce n'est pas forcément des montants énormes, ça va aussi dépendre de ton chiffre d'affaires, du lieu d'habitation, puisque ce sont les communautés de communes et les agglomérations qui fixent le montant des cotisations foncières d'entreprise. Donc ça peut varier d'un endroit à l'autre, c'est pour ça que je ne peux pas te détailler le fonctionnement. Mais toujours est-il qu'il y a beaucoup d'investisseurs, de propriétaires qui font de la location meublée, qui louent avec un bail meublé, mais qui ne savent même pas qu'ils sont censés déclarer cette activité. Ils se contentent de louer à un locataire et de déclarer quand même heureusement leurs revenus chaque année. Et le fait de ne pas s'enregistrer auprès du greffe, finalement, c'est entre nous assez peu contrôlé et peu vérifié et il y a peu de sanctions. Donc le fait de ne pas s'enregistrer permet
d'éviter la cotisation foncière des entreprises. Et c'est vrai qu'au régime micro, il y a une plus grande tolérance parce que souvent, on est au régime micro tant qu'on est entre guillemets un petit investisseur, puisqu'ensuite tu verras qu'au régime réel, ce sera encore plus avantageux dans de nombreux cas. Et là par contre, il n'y aura pas le choix puisqu'il faudra faire une 2031, c'est-à-dire une liasse fiscale que certainement tu feras avec ton comptable. Donc dès lors que tu feras ça, là tu seras bel et bien obligé de t'enregistrer auprès du greffe du tribunal de commerce et du coup, tu paieras bel et bien cette CFE, il faudra bien la compter dans tes charges à venir. Voilà pour aujourd'hui, je te fais comme d'habitude la petite conclusion qui va bien. J'espère que ça t'a plu. Pense à mettre un petit pouce, tu sais que c'est important pour donner de la visibilité. Moi, mon rôle, c'est ma mission maintenant, c'est d'aider les gens à devenir plus intelligents avec leur argent. Et c'est bien sûr ce que je te souhaite, de devenir maître de ton argent plutôt que l'esclave. À très bientôt pour la vidéo avec l'application du régime micro. Pour Monsieur et Madame X, on continue la série. Allez, ciao, à bientôt.